Chapitre 6: Indépendance et nouveaux États. Comment les territoires colonisés obtiennent-ils leur indépendance et s'affirment-ils sur la scène internationale? Un contexte international favorable après 1945. Le 26 juin 1945, par la Charte de San Francisco, les pays donnent naissance à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. C'est une institution qui a pour but de préserver la paix dans le monde. Elle remplace la SDN, Société des Nations, qui a échoué. Dès son origine, l'ONU reconnaît aux peuples colonisés le droit qu'ils ont à disposer d'eux-mêmes. Il s'agit de l'autodétermination politique de leur pays. De même, après 1945, les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale sont favorables dans leur discours à la décolonisation. Voici ici des extraits de textes qui reprennent les positions des États-Unis et de l'URSS dans un discours anticolonial. La Seconde Guerre mondiale affaiblit fortement les puissances coloniales. Il y a une crise économique, des destructions massives. Celles-ci restent opposées fermement à toute indépendance, mais elles n'ont plus les moyens de maintenir leur domination. Dans cette carte, vous pouvez observer en 1945 les territoires contrôlés par les puissances coloniales européennes, au premier rang duquel le Royaume-Uni, la France et la Belgique. Par ailleurs, aux yeux des colonisés, ces pays, comme la France, les Pays-Bas, la Belgique, qui connaissent en 1940 une défaite cuisante face à l'Allemagne, perdent énormément de prestige. Preuve est désormais faite de la faiblesse des puissances coloniales. Les populations colonisées ont été fortement mobilisées lors de la Seconde Guerre mondiale, menée contre le nazisme au nom de la liberté. Ces populations revendiquent pour elles aussi les libertés. Ainsi, de nombreux mouvements nationalistes se renforcent ou voient le jour après 1945. Un mouvement nationaliste est un mouvement qui lutte pour la libération des populations et des territoires colonisés. Une élite intellectuelle colonisée, à la tête de ces mouvements nationalistes, réclame l'indépendance au nom de l'humanité, de la justice et du prix du sang versé. Dès les années 30, mais surtout à partir de 1942, en Inde, le départ des Britanniques est exigé. Dès 1949, dans l'Indochine française, Ho Chi Minh, le chef des nationalistes vietnamiens, proclame l'indépendance d'un nouveau pays, le Vietnam. C'est le début d'une longue guerre. Le 8 mai 1945, à Sétif, dans l'Algérie alors française, une manifestation nationaliste des Algériens, drapeau de l'Algérie à la main, est durement réprimée par la police française. Le 8 mai 1945, ce sont aussi les premières émeutes en Algérie qui réclament l'indépendance. Et le massacre de plusieurs milliers d'Algériens commença dans le Constantinois, à Sétif. 15 000 personnes s'étaient rassemblées pour célébrer la victoire avec, aux côtés du drapeau français, le drapeau algérien et des banderoles. Les autorités françaises demandèrent de retirer ces signes d'indépendance. C'est le lieu d'une bousculade qui vire à l'émeute. Au total, 20 000 morts algériens. Sétif, c'est sans doute le massacre qui débouchera 10 ans plus tard sur la guerre d'Algérie. Bernard Lebrun, Bruno Vignier. Voici quelques très rares images d'archives de la répression des manifestations dans le Constantinois, diffusées aujourd'hui par la télévision algérienne. 8 mai 1945, Messali Hadj, leader nationaliste, est emprisonné. Toute la région brandit le drapeau au croissant et à l'étoile. Les émeutes font une centaine de victimes parmi les Français, mais la répression sera d'une brutalité extrême, 15 à 20 000 morts algériens. Aux actualités cinématographiques, pas un mot des émeutes de Sétif. À cette époque, en France, on est très colonial. On dit encore que la France est un pays de 100 millions d'habitants avec son empire. Seul geste de la métropole après-guerre, Paris renvoie en Algérie avec les honneurs les corps de ses soldats d'outre-mer.
Les pionniers de l'indépendance algérienne, Messali Hadj, tout comme Ferhat Abbas, député de Sétif, ont compris. Les Algériens, malgré leur contribution à la victoire, ne seront jamais français. Alors grandit la revendication d'indépendance. Aujourd'hui à Alger, à la une de la presse, Michel Barnier, le ministre des Affaires étrangères, parle d'une tragédie inexcusable. Et c'est la première fois qu'un membre du gouvernement français s'exprime ainsi à propos de Sétif. Deux nations, un demi-siècle plus tard, essaient de tourner cette page pour essayer d'affronter les défis de l'avenir, du futur. Une reconnaissance qui est le prix de la réconciliation. Paris et Alger ont pour projet dans quelques mois de signer un traité d'amitié. 2. Les étapes et les modalités de la décolonisation. La décolonisation débute en Asie. Elle se déroule dans la période de 1945 à 1950 pour l'immense majorité des pays asiatiques. En vert foncé sur la carte, tous les pays qui ont pu obtenir leur indépendance entre 1945 et 1955. Puis cette décolonisation se poursuit en Afrique entre 1955 et 1965. Après 1966, ce que l'on appelle les décolonisations tardives ont lieu en Afrique, au Moyen-Orient, en Océanie. L'indépendance peut s'obtenir par la négociation, de manière plus ou moins pacifique. En 1947, l'Inde et le Pakistan l'obtiennent après 2 ans de négociations avec la Grande-Bretagne. En 1956, après des troubles, la France l'accorde au Maroc et à la Tunisie. En 1957, la Gold Coast britannique devient le Ghana indépendant. Et en 1960, c'est toute l'Afrique noire équatoriale française qui est indépendante. Mais l'indépendance s'obtient également par la lutte armée. Comme, entre 1945 et 1954, les pays de l'Indochine, Vietnam, Cambodge, Laos, l'obtiennent de la France après 9 années de guerre. Ou, entre 1954 et 1962, l'Algérie qui devient indépendante après une guerre sanglante de 8 ans contre la France. Voici d'autres exemples de guerres d'indépendance. L'Angola et le Mozambique face au Portugal en 1975 après un conflit meurtrier. Le Kenya et la Malaisie face au Royaume-Uni. Ou l'Indonésie face aux Pays-Bas. 3. L'affirmation du tiers-monde. Dans un premier temps, les États nouvellement indépendants cherchent à s'organiser pour ne pas retomber sous la dépendance des grandes puissances. Les États décolonisés font entendre la voix du tiers-monde en 1955 lors de la conférence de Bandung en Indonésie. Ils y condamnent la domination coloniale, réclament des mesures en faveur du développement et dénoncent la guerre froide. L'expression de tiers-monde est apparue dans les années 1950 en référence aux tiers-États qui, avant la Révolution française, regroupaient les non-privilégiés privés de participation à la vie politique. Dans le contexte de guerre froide, il renvoie à un troisième groupe de pays, distinct du bloc soviétique et du bloc occidental. Les pays appartenant au tiers-monde et présents à la conférence de Bandung sont des pays pauvres, très peu industrialisés, qui font face à une forte croissance démographique. Comme l'indiquent les diagrammes sur la droite, ils représentent 57% de la population mondiale pour seulement 11% du revenu mondial. Arrêtez-vous sur ce texte, c'est un discours de clôture de la conférence de Bandung en avril 1955, tenu par le Premier ministre de l'Union indienne, Nehru. En 1961, à Belgrade, ils manifestent leur refus de s'aligner sur un des 2 blocs et constituent le mouvement des non-alignés. Sur cette photographie, de gauche à droite, les présidents de l'Union indienne, Nehru, le président du Ghana, le président de l'Égypte, Nasser, Sukarno, le président indonésien, et Tito, le président de la Yougoslavie, réunis pour préparer la conférence de Belgrade. Au moment de leur indépendance, les pays du tiers-monde sont très pauvres et très peu industrialisés. Ils sont sous-développés. Vous pouvez mettre une pause et regarder ce tableau statistique pour l'Union indienne
et l'Algérie. À partir des années 1960, ils cherchent avant tout à sortir du sous-développement. À l'ONU, ils obtiennent la création de la CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Ils forment le groupe des 77 qui se charge de défendre leurs intérêts économiques et réclament la fin de la domination des pays riches sur les pays pauvres. Voici une très intéressante que vous trouverez sur la Geniali et qui vous permettra de faire le point sur cette leçon. À partir de 1947, les colonies obtiennent leur indépendance par la lutte armée ou la négociation avec leurs colonisateurs. Une fois devenus indépendants, les nouveaux États doivent faire face à un grand nombre de problèmes et s'affirmer dans un monde bipolaire en tant que nation du tiers-monde. Merci d'avoir écouté cette capsule.